avec Lucie Muchita et Georges Monti qui sera le modérateur, donc il fera le jeu des questions. Voilà, il fera le jeu des questions-réponses. Donc vous êtes accueillis ici dans le cadre donc, du festival musique et littérature métisse qui a lieu ce week-end à Mille-Bourgines à partir de vendredi après-midi. En collaboration avec la bibliothèque départementale de Pré. On ne dit plus ça. Le service départemental de la lecture, c'est vrai. On n'oublie pas 20 ans de métier derrière. Et évidemment la communauté de communes de la région de Châteauneuf. Donc là, on vous accueille ici à la Quincaillerie à Châteauneuf. Certaines années, nous avons accueilli à Yersac. Donc j'espère que l'année prochaine, ça sera peut-être là-bas. Donc je vous souhaite une bonne soirée, puis n'hésitez pas à poser des questions. Mais ne soyez pas timides. Donc Lucie répondra avec beaucoup de plaisir. Voilà. Donc bonne soirée. Merci. C'est excuse pour la bévue qu'elle vient de donner. Bah oui, quand même. Une formulation comme ça, c'est bien. Bon, alors on va essayer de ne pas en faire, nous, de dire que des choses intelligentes. Bon, voilà, donc j'ai le plaisir de vous présenter Lucie Muchita, qui brille de tous ses feux, comme son nom l'indique, et qui est l'auteur d'un premier livre que voici, que voilà, qui est Le Chine-en-Bois, que peut-être certains d'entre vous ont lu, non? Oui. Plusieurs personnes l'ont lu, donc je pose toujours cette question pour savoir un peu comment orienter les choses, parce que évidemment c'est un peu différent selon que vous avez lu ou non. Donc j'essaierai de parler des deux aspects, enfin des choses un peu plus secrètes pour ceux qui ont lu, et puis des idées plus générales pour ceux qui n'ont pas encore lu. Donc l'argument de ce roman épuisé à la réalité de la vie du pays dont Lucie est originaire, qui est le Zimbabwe, plus exactement le Zimbabwe de l'époque s'appelait la Rhodésie et non pas le Zimbabwe, mais ça se passe au début du XXe siècle, et c'est l'histoire d'une petite fille de 9 ans que sa famille, très pauvre, échange contre de la nourriture. Voilà. Alors c'est assez, pour nous, ça semble comme ça assez terrible. En même temps, si on y pense un tant soit peu, on n'a pas besoin de remonter extrêmement loin dans l'histoire de nos pays soi-disant développés, se rappeler qu'il y avait sinon des mariages forcés, en tout cas des mariages arrangés, notamment à la campagne. Donc ça n'est pas si étranger que ça à nos histoires d'Européens. Bon, néanmoins, là, ça se passe quand même dans un contexte difficile, où la pauvreté est très grande, où on devrait parler plutôt de misère que de pauvreté, où les gens littéralement crèvent de faim. Donc, donner son enfant n'est pas un acte en mariage, a fortiori âgé de 9 ans, n'est pas un acte anodin, il n'est pas commis cet acte de gaieté de cœur, et il entraîne un certain nombre de conséquences dont le roman s'attache non pas à faire la liste exhaustive, hein, c'est pas ça, mais je veux dire que le roman réfléchit évidemment sur ces questions, sur les conséquences d'un acte initial comme celui-là. Alors la petite Chine-en-Bois, elle a 9 ans, je vous lis la première phrase, qui est percutante à souhait. Chine-en-Bois Maréwa avait 9 ans, mais plus que son âge, c'est sa virginité qui importait. Elle avait beau être encore un pubère, ses formes pointaient déjà, au grand soulagement de sa famille, qui, de toute façon, n'avait qu'elle sous la main. En effet, la famille avait une autre fille, plus âgée, qu'elle a déjà cédée pour nourrir ceux qui restent. Alors cette histoire, elle est réelle. Ici, vous avez entendu raconter cette histoire dans le village où vous vivez enfant. Et donc,
resituer les circonstances pour qu'on comprenne bien ce qui préside au choix d'un tel sujet, et comment ça se passe, quoi, au fond, l'acte d'écrire. Voilà, donc j'avais mes premiers souvenirs de la dame que j'appelais Chinoko dans mon livre. J'avais 4 ou 5 ans. Et village traditionnel. Et il y avait des vieilles dames, et toutes les vieilles dames, on les appelait grandes-mères, et les vieilles monsieur, grandes-pères. Et il y en avait beaucoup dans le village, il y en avait qui étaient gentils, il y en avait moins gentils, donc les enfants, on était plutôt avec les gentils, les méchants, on avait très peur. Et celle-là, elle n'était pas ni dans les camps gentils, ni dans les camps méchants. On savait qu'on ne le respectait pas, et puis si on faisait des bêtises, il n'allait jamais nous donner une fessée ou dire oh, c'est pas vrai. Donc il est très petit, on avait compris ça. Et un jour, j'ai entendu 2 grandes-mères qui parlaient d'elle, qui disaient des mauvaises choses. Et puis moi, comme j'étais là, j'ai voulu participer à cette discussion, je ne sais plus ce que j'ai dit. Elles ont découvert que j'étais là, donc il y en a une qui s'est retournée qui m'a dit « Si tu répètes ce que tu as entendu, je vais te laver ta bouche avec du savon, tu vas voir. » Donc je me suis sauvée. Mais de ce jour-là, j'ai l'impression que pour moi, c'était la première fois que je l'ai remarqué, et puis elle est sortie du tas. Et elle m'intéressait beaucoup, il suffit de dire à l'enfant, regardez pas à gauche, et bien sûr, je vais voir pourquoi je n'ai pas le droit de regarder à gauche, donc on m'a dit, je n'ai rien à dire. Et je me rappelle de la regarder, parce que je ne pouvais pas lui poser des questions, je ne sais même pas quelles questions je lui avais posées, mais je me disais, si je la regardais bien fort, j'allais comprendre. Et c'est la première fois que je l'ai remarqué, et après, j'essaie toujours de comprendre ce qu'il y avait, pourquoi elle était mise de côté, qu'est-ce qu'elle avait commis comme faute pour être mise de côté, parce que j'ai bien compris qu'on n'aimait pas trop. Et moi aussi, comme mon enfant, je n'aimais pas trop. Pourquoi? C'était pas grave, on n'aimait pas trop. Alors il y a évidemment d'autres raisons qui expliquent que cette femme a été rejetée dans son village, qui ne sont pas les raisons initiales, mais qui sont... Je ne dis pas ce que c'est, parce que c'est d'une certaine manière, ça dévoile la fin du livre, et ce n'est pas forcément une chose à faire pour ceux qui n'ont pas lu. En tout cas, disons, l'acte initial d'avoir été donné, en principe, on peut imaginer que personne ne puisse tenir rigueur à la victime de cette faute, entre guillemets, mais il se trouve que, évidemment, ça va entraîner un certain nombre de conséquences, dont certaines sont réprouvées par la morale. Voilà pour la chose. Mais pour autant, le fait que sa famille la donne n'est pas, quoi que ce soit, une coutume ancestrale et reconnue par tout le monde dans la pratique. Ça n'est pas vécu de façon anodine, c'est-à-dire que les gens qui donnent leur fille de cette manière ne sont tout de même pas très bien considérés. Non, ils ne sont pas bien considérés parce que quand on vivait en communauté, c'était quand même la misère, et on n'aime pas les gens misère, et puis déjà une femme qui est donnée n'est pas respectée autant qu'une femme qui a choisi son mari, et puis la famille qui a donné n'est pas respectée autant que... Donc la famille qui a pris cette petite, il peut être respecté parce qu'on a sauvé quelqu'un, mais quelqu'un qui est pauvre, c'était pas bien pour elle, c'était pas bien pour sa famille, c'était pas bien pour le village. Donc même si on savait pourquoi, il n'y avait pas de choix, on n'aime pas. Ça donne une mauvaise réputation au village. Au village tout entier, parce qu'il y a tout de même un esprit de communauté. Oui, on est fier si on a fait du bien, on est moins fier si on n'a pas fait de bien. Alors c'est une chose qu'on va très bien comprendre à la lecture, parce qu'il y a alors, je dis en deux mots, hein, c'est pas essentiel, mais tout de même, c'est bien de savoir que ce livre est conçu en 2 moitiés presque égales. Il y a un livre 1, un livre 2. Le premier livre est écrit du point de vue d'un narrateur
certaine distance, si on peut dire. Et puis dans le livre 2, l'histoire va être prolongée par trois des principaux protagonistes, dont Shinongo. Alors dans la première partie, on voit cette petite fille qui sait ce qu'il attend. Pendant un long moment de la narration, on voit bien qu'elle sait ce qu'il attend, que c'est comme une fatalité à laquelle elle est vouée, parce que sa sœur a été donnée avant elle, et qu'elle capte les moindres indices, etc. Elle lutte très fort intérieurement pour ne pas subir ce sort-là. Je pense que ça a, vous allez me dire si c'est vrai, un rôle, y compris sur son aspect physique, c'est-à-dire que, bon, elle est sous-alimentée, elle est maigre comme un clou, etc. Elle n'est pas très propre, elle est un peu moche, etc. Enfin, tout ça, on sent que c'est le résultat d'une résistance au risque d'être donné. Donc là, il y a vraiment toute cette première période de lutte, de constitution de sa personnalité dans la lutte pour échapper à son destin. Elle sait que c'est une pauvre fille qui ne vaut pas grand-chose, qu'on va donner, donc elle n'est pas fière d'elle, elle s'aime pas trop, parce que pour elle, elle n'a aucune valeur, et puis elle est dans l'attente des données. Elle ne sait pas quand, elle ne sait pas à qui, mais elle veille, et puis elle regarde, elle écoute les conversations, et elle voit tous les hommes qui passent. Pour elle, en fait, elle veut voir, elle veut connaître celui à qui elle va être donnée, avant d'être donnée. Donc, c'est ça qu'elle attend. Et comme sa grande sœur a été donnée, et a disparu, et sait qu'elle va disparaître. Oui, parce que la grande sœur a disparu littéralement du village. Ouais, parce que c'est comme si elle avait disparu de la surface de la terre, en vérité. Elle a vu sa grande sœur en partant avec la famille de sa future mari. Et pour elle, les filles qui étaient mariées disparaissaient dans la brousse. Donc elle l'attendait, mais elle voulait savoir qui. Donc elle guettait, mais ce qu'elle voulait éviter, c'était de donner au mari de sa tante. Mais les autres, elle disait, si on me donne à quelqu'un éloigné, et ça m'évitera la honte. Parce qu'elle ne voulait pas que les copines me voient avec un vieux, parce qu'elle savait bien, souvent, on finit avec un vieux. Mais elle me disait, oh, ton café, si je partirai, je ne reviendrai jamais. Et je serai là. Mais elle avait renoncé, bien qu'à l'intérieur, elle s'y battait. Mais une petite fille, à cet âge, dans cette communauté, on ne disait rien. On faisait tout ce qu'on devait faire. Parce qu'en tout cas, elle ne pouvait pas lutter. Mais à l'intérieur d'elle, c'était difficile. À l'intérieur et même à l'extérieur aussi, d'ailleurs, parce qu'il y a un moment, lors d'un premier départ avorté, à la suite de l'accident qu'elle provoque elle-même, elle saute par-dessus le foyer, elle renverse une marmite pleine d'eau sur le point de bouillir, elle s'ébouillante les jambes. Donc on va différer le départ. Ce départ va finir par survenir. C'est son père et sa tante, la fameuse tante du mari de laquelle elle veut absolument échapper, au mari de laquelle elle veut absolument échapper. C'est une chose un peu sans raison du reste, parce que c'est plutôt la tante qui craint que son mari puisse jeter son dévolu sur cette nièce. Il a demandé comme second. Les deux se regardaient avec méfiance. Voilà. Donc évidemment, il y a une sorte de très mauvaise relation entre la petite fille et sa tante. C'est pourtant elle, cette tante, c'est pourtant, ou précisément, ça explique pourquoi, c'est elle qui va accompagner le père, c'est-à-dire son frère à elle, dans cette... dans ce périple dans la brousse environnante, à la chasse au mari en quelque sorte. Donc voilà le trio qui sillonne ce pays
même assez, on sent bien, sur lequel pèse une grande misère, et puis on propose cette fille à différents prétendants possibles. Et puis personne n'en veut, parce que précisément elle n'est pas très attrayante, vous avez compris. Et puis il y a aussi d'autres familles qui donnent donc... Il y a évidemment de la concurrence. Et puis elle était tellement moche, maigre, et puis elle ne cherchait pas non plus à plaire. Donc quand sa tante et son père lui présentaient, elle ne faisait rien pour lui faciliter la tâche. Donc c'était ça l'évangile à elle, pour dire, vous voulez me marier, vous allez travailler, moi je ne fais rien. Et sa tante qui se mettait plus ou moins en colère, parce qu'elle aurait bien aimé qu'elle s'en débarrasser le plus vite possible. Débarrasser le plus vite, parce que sa plus grande peur, c'était son frère lui demande pourquoi tu ne prends pas une petite comme ça avec ton mari, vous allez être les deux épouses ensemble. Donc elle ne voulait pas non plus. Donc elle était prise, soit donner cette petite, comme ça elle pourrait dormir en paix, parce qu'elle ne sera jamais proposée à son mari. En même temps, il fallait qu'elle participe. Et puis la honte qu'elle avait de présenter cette fille qui n'était pas présentable du tout. Donc chaque rejet, et elle commençait à sortir parce que malgré tout, c'était quand même sa nièce. Donc les gens qui lui disaient... C'est très ambigu comme ça, c'est très ambivalent comme sentiment. Très ambivalent, donc il y avait des gens qui disaient « Ah, qu'est-ce qu'elle a? Mais elle n'est pas nourrie, mais elle a assez mangé, non, on va vouloir... » Et se mettre en colère pour dire, elle n'est pas si moche que ça. Et puis c'est la première fois aussi qu'elle a commencé à la décadence. Parce qu'avant, c'était une fille, son mari pouvait être attiré. Et là, elle voit qu'elle peut se lever, elle commence à dire, peut-être mon mari ne va pas vouloir non plus, peut-être il est passé d'un genre. En même temps, elle se sentir quand même, c'est ma famille, comment est-ce qu'on peut la traiter comme ça. Donc, au fur et à mesure qu'elle se faisait refuser, la tante commence à avoir des sentiments plus ou moins sentimentaux et des pitiés contre cette petite qu'elle avait toujours détestée. Finalement, son affection peut apparaître sous des formes un peu dévoyées, mais enfin, néanmoins, ça existe. Et puis, il y a la honte, il n'y a pas seulement la honte de se faire refuser cet enfant, il y a aussi la menace de la honte à venir quand on va rentrer, si jamais on ne l'a pas casé, en quelque sorte. Voilà, la honte de l'échec possible, et cet échec, du reste, au bout de 6 ou 7 jours, cet échec commence à envahir les têtes et les narines. D'ailleurs, ça sent l'échec à plein nez. Et donc, les voilà qui retournent accablés vers leur village, en se disant qu'ils vont mourir de honte, car cet échec signifie aussi l'incapacité du chef de famille à trouver les moyens de nourrir les siens. Même sa fille, on ne le fait pas. Voilà, c'est quand même très compliqué. Et in extremis, sur le chemin du retour, et dans des circonstances un peu hasardeuses, ils sont pris en charge par une famille. Et là, une femme, en l'absence de son mari, décide de prendre la jeune fille pour son mari, comme seconde épouse, pour son mari absent. Qui ne se faisait pas vraiment, parce que d'habitude, c'était plutôt le mari qui vient avec une jeune fille pour dire voilà, je vais prendre une épouse, et souvent c'était la première femme qui résistait, ou il y avait des guerres parce qu'il ne voulait pas que son mari ait une seconde épouse. Et là, c'était pour des raisons... Là, il y a des raisons quand même. Plus ou moins, je ne sais pas... Plus ou moins nobles. Noble, mais plus ou moins secret, parce qu'elle avait aussi quelque chose qui cachait. Mais elle était tellement reconnaissante à son mari, parce que cette femme, elle était stérile. Cette femme, elle avait été mariée avant, parce qu'elle n'avait pas reproduit. Son premier mari lui avait renvoyé chez elle. Répudié. Répudié, et ça, c'était là où on dit une femme qui est stérile, c'est pas une femme. Et donc, et son mari, qui était un guérisseur, avait au début été appelé pour la guérir, pour voir si on pouvait
quelque chose. Et puis, il n'a pas réussi, mais il lui a pris pour épouse. Donc, elle s'en occupait des enfants du mari, parce que le mari avait eu aussi une première femme qui est décédée. Donc, elle s'en occupe, mais elle se sentait que, comment est-ce que je peux montrer à mon mari qui m'accepte comme je suis. Donc, je vais lui offrir ce cadeau. À son retour, je vais lui offrir une jeune fille, il va être tellement content. Et puis, tout le monde du village qui ne m'acceptait pas, parce que je suis stérile, vont aussi me trouver quelqu'un de généreuse, parce que je suis tellement généreuse. Et comme cette petite, elle est tellement moche, mon mari ne va jamais tomber amoureux avec elle. Donc, je vais pouvoir contrôler. Et donc, pour elle, Chinongwa, ça ne faisait pas du tout peur, elle est tellement chiée. Et puis, c'est bien. Plusieurs choses, là, je peux lire le passage. Là, il y a Amaïchit va exulter. Alors, Amaï, c'est la mère, hein, c'est ça, non, c'est quoi? C'est madame. Oui, c'est madame, voilà, madame. Oui, je le dis par parenthèse, il y a un certain nombre de mots de la langue vernaculaire qui est pratiquée dans ce village, qui s'appelle le Shuna, qui sont conservés là dans le texte anglais original comme dans la traduction française, hein, de manière à... Parce que je pense que pour beaucoup, ce sont des termes intraduisibles. C'est des termes intraduisibles qui n'existent pas dans la culture anglaise et qui n'existent pas dans la culture française, parce que dans un mariage polygame, la première femme, elle s'appelle Awar aussi. Donc comment est-ce que on peut traduire ça en français? Ça ne se traduit pas, donc j'ai gardé ça. Il n'y a pas d'équivalent. Il n'y a pas d'équivalent, mais c'était un statut de première femme. Donc il y a quelques mots que j'ai utilisés. Donc il y a comme ça, pas beaucoup, mais enfin une quarantaine de mots, peut-être quelque chose comme ça, une cinquantaine de mots qui sont explicités à la fin dans un bref glossaire auquel on a recours pendant les premières pages, et puis ensuite on sait de quoi il s'agit, et on lit sans difficulté. Donc, Amaïchit va exulter, plus Chinongwa faisait mauvais effet, plus cela mettait en valeur son sacrifice à elle. Elle se sentit grandie et eut l'impression que son cœur noble et généreux enflait. Elle est déjà très grosse. Non seulement elle avait pris une jeune vierge pour l'offrir à son mari, mais elle avait du même coup contribué à nourrir une famille. Vous voyez, il y a quand même beaucoup d'ambiguïté derrière tout ça. Oui. Il y a enfin bon, cela dit, dans toutes les civilisations et toutes les latitudes, il y a l'ambiguïté des sentiments, il y a toujours une manière de se faire valoir derrière la générosité. C'est à valoir parce qu'elle avait aussi des choses qui peut-être. Donc là, elle croyait qu'elle avait bien fait pour son mari, et puis le village qui allait lui regarder avec des yeux différents comme une femme généreuse. Alors le mari de cette femme prétendument généreuse est